BDO. Depuis 15 ans, le rapport de force est totalement déséquilibré et il s'est inversé. T'as un quart des salariés français qui pratiquent le présentéisme. Il y a encore quelques dizaines d'années, il fallait 15 ans pour doubler son niveau de vie. Je pense que l'emballement autour de l'entrepreneuriat va s'estomper. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Duez. Emmanuelle est une entrepreneuse militante et visionnaire, fondatrice de The Boson Project, créée en 2012, une société de conseil spécialisée dans les transitions humaines et la transformation des organisations. Emmanuelle est également cofondatrice de Bugali, une entreprise dédiée à la création de contenus éducatifs immersifs pour les enfants. Diplômée de droit de Sciences Po Paris et de l'ESSEC, Emmanuelle a acquis une riche expérience dans divers secteurs, marketing stratégique, communication ou encore l'innovation. En 2011, elle a fondé Woman Up, une initiative pionnière dans la promotion de la mixité homme-femme en entreprise. Passionnée par la jeunesse, Emmanuelle s'engage à intégrer les nouvelles générations dans les réflexions sur l'avenir du travail à travers des projets comme Youth Forever. Emmanuelle incarne une nouvelle génération de leaders engagés pour une transformation profonde des entreprises, axée sur l'humain, l'inclusion et l'agilité. Je suis très heureux de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Ce que je te propose au départ, c'est peut-être nous parler de tes origines, d'où tu viens, ton environnement, t'es né où ? Je suis née dans le Nord. Dans le Nord ? Oui. D'accord. D'une famille du côté de ma maman d'origine italienne et du côté de mon papa des ch'tis, bien sous tout rapport. Et d'où je viens je viens surtout d'une famille en fait. C'est-à-dire j'ai 3 petits frères qui sont très importants dans mon équation personnelle et dans mon équilibre. Je suis le produit d'une éducation de gens qui sont sortis de leurs conditions sociales par le travail et par l'école. Donc l'école, c'est très 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 important. Et pour chacun d'entre nous. Et en même temps, jamais une éducation élitiste, parce que Sciences Po Paris, en fait, j'ai découvert l'existence totalement par hasard post-bac. Donc ça fait pas partie de... C'était pas tracé, quoi. Voilà, il n'y a rien qui était tracé. Et je suis la seule des 4 à avoir fait ce qu'on appelle des grandes écoles. Mais par contre, on a tous en commun cette éducation dans l'excellence. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais t'es le premier. Et moi, je l'ai pris au sens littéral. Et mes frères l'ont pris sur des définitions très différentes, parce qu'ils sont tous dans l'excellence, chacun dans leur domaine. Mais voilà, je crois que je suis le produit de ça, essentiellement. Tu dis que finalement Sciences Po, tu l'as découvert comme ça. Enfin, donc j'imagine quand même bon élève jusqu'au bac. À quel moment et pourquoi en fait tu choisis ce parcours-là ? En fait, je suis tombée dans la marmite totalement par hasard. Et comme quoi, en fait, des destins, ça tient quasiment rien. Parce que moi, j'ai fait du droit. Alors oui, j'étais tout le temps première. Mais je voulais être juge d'instruction. Donc, j'ai fait la fac de droit de Clermont-Ferrand. Et puis, pour intégrer des masters qui permettent de préparer l'ENM, ce sont des concours communs. Et le concours le plus proche de chez moi... qui était le plus proche aussi d'un point de vue calendaire, et ça faisait plaisir à mon père parce que c'était à côté de chez sa sœur, c'était Clamart, et c'était celui de Sciences Po Paris. Et là, l'idée, c'était simplement de m'entraîner à faire un concours, parce que jamais de ma vie, quand on est à la fac, on fait des concours, ça n'existe pas. Je déteste la compétition. Et mon père avait peur qu'en fait, je me démobilise face à cette compétition en M2. Donc voilà, on est monté à Clamart. J'ai passé ce concours, j'ai trouvé ça horrible. D'ailleurs, j'ai failli sortir parce qu'on est 300 comme des petites fourmis, en fait, sur des mini-tables, dans un endroit que je trouvais affreux, en plus. Et je ne savais même pas quoi répondre aux questions qu'on me posait. Donc, je trouvais tout ça absurde. Et pour le coup, il avait raison, ça m'a démobilisée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais rien à répondre à l'épreuve de droit à laquelle je devais répondre, parce qu'en fait, c'était un sujet de M1 et j'étais en L3. Donc, autrement dit, je n'avais pas vu la matière. Et donc, j'avais tellement honte de poser le crayon et de remonter les 30 mètres de l'allée
au bout d'1 heure d'épreuve de 4 heures, toute seule, que j'ai retourné mon truc, puis je me suis dit, je vais attendre comme une cloche à la fin. Et en retournant, en fait, derrière, il y avait l'épreuve d'éco. Et j'ai fait l'épreuve d'éco. J'ai fait l'épreuve d'éco parce qu'elle m'a inspirée, parce que je pense que j'ai une dimension politique très importante en moi. Et du coup, j'ai essayé de dresser un idéal pour la France qui serait le mien. C'était une partie de la réponse à la question. Et en fait, ce coup du sort m'a amené à recevoir quelques semaines après la lettre de Sciences Po Paris m'acceptant, et ma mère qui s'est mise à pleurer parce que c'était pas du tout les plans, qu'elle voulait pas que sa fille parte à Paris, qu'il avait jamais été question que je parte nulle part. C'est énorme ça comme anecdote. Ouais, ça. ouais. Donc, Et c'est vrai que ces tu larmes, fais pas la bonne épreuve je m'en rappelle. Ouais. Ouais. Pour laquelle tu étais venue. Oui, en fait, c'était des épreuves mixtes, c'est-à-dire que tu avais le droit avec l'éco, parce que c'est des masters à Sciences Po, par exemple, carrière juridique et judiciaire, donc tu peux y entrer par plutôt des formations économiques, plutôt des formations juridiques. Et voilà, donc c'est complètement fou, mais le truc le plus fou dans cette histoire, c'est les larmes de ma mère sur le fait que c'était globalement un drame. Voilà. Alors que bon, on pourrait se dire, c'est quand même... Mais c'est intéressant parce que tu m'as demandé d'où je viens. Ouais. Je viens de ça. C'est-à-dire que je viens du fait que aller à la capitale, alors que c'est pas prévu et qu'elle voulait que son petit poussin reste à proximité, c'était... Et puis après, bon, elle a souri, elle s'est dit, bon, finalement, ça a l'air pas si mal. Et puis en fait, là, la vie, pour moi, a un petit peu changé parce que je suis rentrée dans un autre univers, un univers un petit peu plus ouvert que le droit. J'ai terminé Sciences Po par un passage en cabinet ministériel. Wauquiez, c'est ça? Oui, à l'emploi. À l'emploi. Voilà, à l'emploi. Donc, je pense que ça a laissé des traces puisque le sujet des bosons, c'est de réenchanter le travail. C'est toutes les thématiques de dignité par le travail, de performance par la dignité, de performance par l'engagement du corps social. Et à la suite de ce passage au secrétariat d'État à l'emploi, je suis rentrée à l'ESSEC en apprentissage pour avoir un petit peu plus d'armes business parce que j'ai décidé de ne plus être juge finalement. J'avais envie de monter des boîtes, de monter des projets. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir justement lancer une boîte? En fait, c'est comme un cône dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée par le droit parce que j'avais une idée très précise. Le droit pénal, la magistrature d'instruction. Et puis, au fur et à mesure de mon avancée dans les études, j'ai découvert la liberté de tout ce qu'on pouvait faire dans la vie. Et du coup, mon cône s'est élargi. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le cercle le plus large à la fin du cône. Parce que c'est là où tout est possible. Je pense que je ne l'avais pas formalisé comme ça dans ma tête, même après mon passage en cabinet ministériel. Mais j'avais au fond de moi une espèce de soif de liberté et d'expression de ce que je suis, qui est immense, d'ailleurs, qui n'est absolument pas assouvie. Donc, je ne sais pas combien de projets je vais mener. Mais je suis habitée par la liberté, je suis obsédée par la liberté. Et la première des libertés, c'est d'exprimer ce que l'on est, ce que l'on sait faire et sa vision du monde. Et en allant à l'ESSEC, en fait, j'ai rencontré un mec sur les bancs de l'école qui avait le même âge que moi et qui avait déjà monté une dizaine de boîtes. Et on était deux nouilles en anglais à écouter un cours d'anglais de rattrapage pour les gens qui parlent mal anglais. Et en fait, en discutant, j'ai eu l'impression qu'il était un horizon humain. C'est-à-dire que plus il me parlait, plus je me disais, mais ce qu'il a fait est complètement dingue. Ce mec il a les clés de la liberté de ce qu'il est. Et il a monté des boîtes en Europe, du haut de ses 23, 24 ans à l'époque. Et je pense que c'est lui qui m'a inoculé, sans le savoir, cette clé-là. Et ensuite, j'ai monté Women Up, donc une association sur des sujets de mixité homme-femme, dans le cadre de l'ESSEC. L'ESSEC m'a servi de tremplin, m'a donné des locaux, a propulsé en fait l'association qui sonnait très juste avec l'époque, parce qu'en fait, on était au moment où finalement la diversité homme-femme n'était plus vraiment un sujet de femmes. Ça devenait un sujet de dirigeants. Et ça devenait un sujet de jeunesse parce qu'en fait, ces femmes qui ont combattu dans le monde du travail pour plus d'égalité, elles ont eu des enfants qu'elles ont élevés de manière inconsciente avec ces combats-là.
Et ces enfants-là, ils arrivaient sur le marché du travail. Et donc, il y avait une espèce de pince de crocodile sur laquelle on pouvait travailler entre des dirigeants qui commençaient à se dire « Ok, c'est plus un combat de bonnes femmes, c'est pas seulement un sujet éthique, c'est un sujet économique. » Et puis, l'entrée sur le marché du travail d'une génération un peu bizarre, qu'on appelait les millennials, qui portaient dans leur génétique du travail de nouveaux rapports, plus de méritocratie, plus de transparence, des équilibres un peu différents, et que les dirigeants avaient du mal à comprendre. Et du coup, je me suis dit, en fait, femmes et jeunes, même combat. On a là une arme pour aller convaincre des dirigeants d'une nouvelle manière déjà de façonner le travail. Et voilà. Et Woman Up, ça m'a amené à faire des trucs complètement fous, à voyager, à parler avec Kofi Annan, avec Desmond Tutu, enfin, des trucs dingues, avec Richard Branson, de sujets de diversité homme-femme. Et puis, à force d'aller dans cette thématique du travail, à un moment donné, j'ai créé The Boson Project. Donc finalement, ton premier projet entrepreneurial, il est associatif, c'est Woman Up. Oui. La création Woman Up et ce que tu as observé, toutes les rencontres que tu viens de nous dire, t'amène et t'a donné l'idée du Boson. C'est complètement juste. Ouais. C'est même juste de dire que c'est l'expérience de Woman Up qui est une vraie expérience entrepreneuriale, hein, puisque c'était une très grosse asso, on était 25, on faisait des événements un peu fous en fait. Dans Paris, par exemple, pour une journée des femmes, on a fait venir des Harley-Davidson à Étienne Marcel et on a fait chevaucher 3 ou 4 générations de femmes sur les Harley en les filmant, en chantant à tue-tête qu'être femme est une fête. Le tout avec Harley qui sponsorise, toute la rue qui était en folie. En fait, c'était encore une époque où on pourra en reparler d'ailleurs après, mais où l'entrepreneuriat servait un peu la folie. C'est-à-dire qu'il y avait c'était pas le Far West, mais il y avait une dimension de défrichage qui était importante. Et le profil des entrepreneurs d'il y a 15 ans maintenant, il y avait quand même des doudingues. Il y avait des mecs un peu dingues. Et donc, ils se sont rendus compte, comme moi, probablement, que l'entrepreneuriat, c'était une manière d'exprimer sa folie, sa fantaisie et son militantisme. Voilà. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup normalisé. Et je crois qu'il a perdu aussi de sa puissance parce qu'il s'est ultra financiarisé et que les VC ne sont pas les chantres de la fantaisie, de l'audace et de la politique. Donc bref. Mais donc, pour répondre à ta question, Woman Up, ça m'a appris à être un entrepreneur. Et ça m'a fait comprendre que finalement, peu importe ce que je fais, à partir du moment où je peux, autour d'une idée, réaliser quelque chose avec une équipe qui s'agrège, lever des montagnes, être dans une intensité du travail complètement folle, pleurer, rire toutes les heures, à chaque fois, ça me colle à la peau, ça me correspond. Voilà. Donc j'ai découvert que j'étais un entrepreneur. Et donc, en parallèle de Woman Up, j'ai créé The Boson Project. Ensuite, j'ai cédé la présidence pour pouvoir me concentrer uniquement à cette entreprise. Est-ce que tu peux nous pitcher The Boson ? Alors, The Boson Project, c'est à la fois un centre d'études et un cabinet de conseil sur le futur du travail. Donc, on essaye de capturer tous les signaux faibles qui parcourent les organisations pour accompagner la transformation humaine des organisations. Donc très concrètement, on touche toute la journée à des sujets de management, de culture, d'engagement, de leadership, de gouvernance. Culture managériale des boîtes. Culture managériale, rapprochement de deux entités et créer un modèle social qui soit convergent, qui soit le meilleur des deux mondes. Entreprise en très grande difficulté où finalement le corps social est très désengagé, il faut les ramener dans l'histoire. Parce que sans engagement, il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas de transformation. Des structures, des secteurs d'activité qui sont en proie à des très grandes disruptions sur leur marché et qui ont besoin de penser autrement la stratégie, de la déployer autrement, notamment par la subsidiarité. Donc ça, c'est très fort, par exemple, dans le monde industriel. Dans les ETI familiales, projeter des visions, et y faire adhérer 5 000, 50 000 ou 150 000 personnes pour que les hommes et les femmes réagissent comme un seul homme. En fait, c'est ça notre métier. C'est comment est-ce qu'on leverage l'excellence humaine, comment est-ce qu'on leverage le capital humain pour en faire un levier de performance durable. De performance durable au sens créer durablement de la performance. Parce que l'engagement, c'est le trésor, c'est un peu le BFR
en termes de performance d'une entreprise. N'importe quel entrepreneur digne de ce nom, dirigeant digne de ce nom, sait qu'avec un corps social désengagé, on ne crée pas de performance sur le temps long. Qu'on ne peut pas transformer pour des raisons environnementales, technologiques ou économiques une organisation. Et que donc, à un moment donné, on est planté. Donc nous, on est sur cette espèce de socle dont on parle assez peu. Il y a la matrice People, Planet, Profit, les 3 P, qui servent de boussole à beaucoup de dirigeants. Et en fait, le people au sens de l'excellence sociale, l'excellence humaine d'une organisation, qui est son patrimoine managérial, culturel, son organisation, la manière dont elle prend des décisions, la capacité qu'elle a de laisser la responsabilité au niveau le plus concerné, même quand il est tout en bas. Ce patrimoine-là, ça constitue le socle finalement de la performance environnementale d'une part et de la performance économique d'autre part. Comment est-ce qu'on devient expert de ce sujet de transformation des organisations que tu as créé finalement et dans lequel tu t'es lancé? Alors déjà, qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé quelque chose de très simple. En faisant notamment des missions pour Women Up. Quelle est la différence fondamentale entre le BCG, McKinsey et Bain? Ils font exactement le même métier. Ils recrutent, ils se battent dans le même pool de talents. C'est les mêmes viviers, ils sont formés dans les mêmes écoles. Les gens réfléchissent de la même manière. Donc à un moment donné, la différence, c'est le supplément d'engagement qu'on va retrouver dans le corps social. Et le supplément d'engagement d'un point de vue individuel, il est façonné par la promesse de la boîte, par ce qu'elle délivre en fait, en termes de modèle social, d'un point de vue plus collectif. Et donc au début, mon idée, elle était un petit peu bête, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour valoriser cette espèce de goodwill humain? Parce qu'il est déterminant dans la perf. Et c'est un impensé des dirigeants. Alors, c'est moins qu'à maintenant. Mais il y a 15 ans, c'était un impensé total. D'ailleurs, je me souviens du patron d'une grande banque que j'étais allée voir en lui disant ça. En lui disant, c'est super important, il faut qu'on travaille sur le goodwill humain. Et il m'a dit, vous êtes une dangereuse révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, poser la question de l'engagement, c'était déjà lever le voile sur le fait que tout le monde n'est pas engagé et que la boîte, elle n'est pas forcément engageante. Et qu'en fait, on n'est pas tous égaux par rapport à ça et que donc, il faut faire bouger des lignes. Et ça, il n'avait pas du tout envie. Il trouvait que j'étais une dangereuse révolutionnaire. Par peur du changement? Oui, parce qu'il y a 15 ans, en fait, c'était des réflexions qui étaient très émergentes et que surtout, je pense que le paradigme du rapport au travail était totalement différent d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'engagement était un dû. L'engagement était un dû. L'engagement de ton corps social, c'est un dû. Tu viens, t'es payé, t'as un CDI, tu donnes ce que t'as. Bien sûr. Et en fait... Depuis 15 ans, le rapport de force est totalement déséquilibré et il s'est inversé. Donc aujourd'hui, ces problématiques, elles sont omniprésentes. On est même dans un déséquilibrage inverse, où on a des entreprises qui sont empêchées opérationnellement à cause du désengagement extrêmement massif des équipes, mais qu'elles payent. Ils ont des CDI, ils ont des salaires, et pourtant, en fait, les gens ne donnent plus ce qu'ils sont, ils n'ont plus envie, pour plein de raisons, en fait, qu'il faut évidemment analyser. Mais le rapport de force est totalement inversé. Il faut se remettre dans les chaussures d'un dirigeant il y a 15 ans. On ne parlait pas de ces choses-là. Tu viens, tu travailles, tu mets ton masque en bas de la tour de la défense pour devenir le collaborateur lambda que j'attends de toi. Et on ne se pose pas la question. Pour répondre à ta deuxième... bref, c'est pour répondre à cet enjeu-là que j'ai créé The Boson Project. Mais la première manière pour moi d'adresser le business, elle n'était pas sur du conseil. Je voulais créer un espèce de modèle qui permette de valoriser ce goodwill humain. Donc je suis allée voir avec beaucoup de culot Cédric Villani. Parce que je me suis dit, bon, il est médaille Fields de mathématiques, il doit savoir faire des modèles. Le truc drôle, c'est qu'il m'a reçu et qu'il a réfléchi à ce sujet avant de m'expliquer très gentiment qu'en fait, la problématique, elle est politique, elle est juridique, mais elle est sûrement pas mathématique. Donc là, j'ai créé The Boson Project dans sa forme actuelle, c'est-à-dire avec 2 jambes. La jambe opérationnelle, on met les pieds dans la glaise, les mains dans la boue humaine des organisations pour en comprendre tous les trésors, toutes les richesses, tous les ferments, tous les impensés, tous les implicites. Toute cette culture qu'on n'a pas formalisée. Réussir à en faire, par la formalisation, une réalité représentée pour les dirigeants pour qu'ils puissent l'actionner. Un actif, un levier, un outil. Et puis l'autre jambe, et du coup ça répond à ta deuxième question, c'est un centre d'études depuis le début.
parce que c'est une matière qui a la croisée entre la théorie, mais qui reste quand même très hors sol sur le sujet du travail, et la pratique qui est très méconnue. Et donc, il fallait en permanence labourer le terrain et puis remonter un peu avec la tête dans les étoiles pour projeter ce qu'on était en train de partager, ce qu'on était en train de comprendre et faire voyager les idées. Donc très rapidement, en fait, on a produit entre 5 et 10 études par an. Au début sur nos fonds propres. Maintenant, la plupart d'entre elles sont financées par des organisations, mais sur nos fonds propres pour expliquer ce qui se passait, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la performance sociale, le coût du désengagement, quelles sont les nouvelles conditions de l'engagement aujourd'hui, à quoi ça sert le leadership dans la performance sociale. Si je te coupe, quelles sont les conditions de l'engagement aujourd'hui ? Alors déjà, je pense qu'il faut... on aurait besoin de 2-3 heures, mais je peux te donner quelques chiffres pour te montrer l'ampleur de la thématique, qui est devenue une thématique centrale dans la plupart des business. Donc c'est plus du nice to be, où il faut être un peu engagé, avoir une belle raison d'être, faire du management un peu bienveillant, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, tu as 85% des salariés français qui sont pas ou peu engagés dans leur boîte. Tu as 18% d'entre eux qui déclarent être activement désengagés. Tu as un quart des salariés français qui pratiquent le présentéisme. Tu as 6% des salariés français qui déclarent être engagés. 23% du profit d'une boîte est attribué aux plus engagés d'une organisation. Le coût du désengagement, c'est à peu près 15 000 € par salarié par an. La France, qui était la championne du monde de la productivité horaire jusqu'en 2004, est aujourd'hui la dernière de la classe. La France affiche au niveau européen le plus haut taux d'absentéisme, plus 41% entre 2019 et 2023. Donc, on parle beaucoup de guerre des talents. En fait, il faudrait parler de guerre de l'engagement. Et là, il y a nombre de dirigeants et d'entreprises qui n'ont plus le choix que de soulever le capot pour se poser un petit peu la question de ce qui est en train de se passer et regarder le sujet du travail avec un grand T, en se disant qu'il y a probablement des deuils à faire. L'engagement d'hier ne reviendra pas. L'engagement qu'on a connu dans les cabinets de conseil, dans les boîtes d'avocats, dans la finance, où on donnait toute sa vie pendant plusieurs années. Et puis à un moment donné, on avait le reward. Ça, c'est quelque chose qui ne correspond absolument plus à la projection dans l'existence des talents d'aujourd'hui. Donc il y a des deuils à faire et en même temps, il y a des combats à mener. Donc ça n'est pas une fatalité sur toute la ligne. Les combats à mener, donc ça répond à ta question des nouvelles conditions de l'engagement. Le premier levier d'engagement dans les entreprises, c'est l'autre, avec un grand A. Donc réussir à remettre du commun au cœur des boîtes, dans un contexte où on n'a plus de repères dans notre société et où il n'y a plus de commun au niveau politique. L'entreprise, elle a une responsabilité gigantesque. Il y a un autre très grand théoricien du management qui parle d'amitié professionnelle. Et ça peut paraître désuet, mais en fait, c'est extrêmement puissant. Les modèles les plus performants chez les muliers sont des modèles qui sacralisent la fraternité. C'est-à-dire l'interdépendance de la chaîne, c'est-à-dire des liens extrêmement forts au sein des équipes, entre les métiers, entre les générations, etc. Et c'est one team pour accomplir quelque chose, à la limite, peu importe le quelque chose. Pourvu qu'on soit ensemble et qu'il y ait quelqu'un qui compte pour moi et qui compte sur moi. Donc, il y en a plein des leviers. Je pense qu'il faut aussi se poser la question de cette fameuse subsidiarité, là, qui est un énorme défi organisationnel. Donc, c'est plus complexe. La subsidiarité, c'est la fonction prime sur le grade. Ça veut dire que je dois pouvoir faire la différence au niveau où je suis, si c'est moi qui suis le plus légitime pour le faire, même si j'ai 20 ans, même si je n'ai pas de barrette sur mes épaules. Et ça, c'est une approche des organisations très différente de celle qu'on a connue, très taylorienne, très descendante, très pyramidale, mais elle est très efficiente parce qu'elle permet de donner l'autonomie et la responsabilité, qui sont des promesses d'émancipation par le travail. Mais il y a des deuils aussi. Et c'est la partie la plus importante, c'est qu'il faut aussi avoir en tête le fait que l'engagement a changé de nature et que les promesses qui sous-tendaient le rapport au travail de la génération d'avant ne reviendront pas, pour une raison très simple, c'est que la première des promesses, c'était l'émancipation. Je peux sortir de ma condition. J'ai commencé le podcast avec ce mot. On peut sortir de sa condition par le travail.
jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années, il fallait 15 ans pour doubler son niveau de vie, entre le début de sa vie active et puis 15 ans après. Aujourd'hui, il faut plus de 70 ans. Ça veut dire plus que le temps du travail. Pour espérer vivre 2 fois mieux de son travail, il faut 8 générations pour passer d'une classe modeste à une classe moyenne. Ça veut dire que le travail, indépendamment des dirigeants, c'est pas de leur faute aussi. Il y a plein de trucs qui sont de leur faute, il y a plein de trucs qu'il faut modifier. Puis d'abord, en réalité, la question, c'est pas la faute de qui c'est comment est-ce qu'on adresse le sujet. Mais il faut aussi voir la dimension très politique aujourd'hui du désengagement. La promesse du travail, qui était celle des générations précédentes, ne tient plus dans un monde où les croissances sont atones. Ça a un impact sur l'engagement. C'est absolument évident. Et ça mène au désengagement. C'est absolument évident. C'est absolument évident et ça n'est pas formalisé, verbalisé de cette manière par les jeunes générations, mais c'est omniprésent dans les références. Nous, notre job, c'est de mettre des mots, des schémas, des écrits sur les choses qu'on a du mal à capturer, soit les idées, soit la réalité dans une organisation, de cette performance sociale, de ces modèles sociaux. Et quand on interroge des jeunes, en fait, on interroge des jeunes, on est beaucoup sur cette idée de ne pas perdre sa vie à la gagner et d'un rejet du modèle des parents qui, de toute façon, n'est plus possible. Quand tu creuses dans les chiffres, ils n'agissent pas comme des pourris gâtés qu'on a trop aimés, qui n'ont plus le goût de l'effort. Ils agissent comme des acteurs économiques parfaitement rationnels. Est-ce qu'il y a une pensée aujourd'hui ou une reco globale où finalement il faut creuser, mettre les mains dans le capot et chaque organisation a un peu sa problématique? Je pense que l'entrepreneuriat de tout temps a été une clé de la liberté pour une catégorie d'individus à qui ça colle à la peau et ça correspond en fait en termes de vie, d'appétence du risque, de rapport au travail. Je pense que l'emballement autour de l'entrepreneuriat va s'estomper parce que le contexte rend l'exercice très difficile. La crise du financement, le contexte de permacrise, l'accélération du temps. Et je pense que passé cet effet de mode, on reviendra sur ce qu'on a toujours connu. C'est-à-dire des entrepreneurs du territoire, Paris étant un territoire parmi les autres, qui à un moment donné, souvent par incapacité aussi de faire autre chose que ça. Enfin, moi, je pense que je ne pourrais pas travailler dans une entreprise normale, parce que je suis inapte, je suis inapte, alors que je suis apte à faire ce que je fais. Et donc, je pense que c'est pas je crois pas qu'il y ait de hiérarchie, il y a évidemment pas de hiérarchie sociale. Et je pense que c'est un profil d'individus qu'on a toujours eu, qui répondent à des stimuli et un regard sur l'existence. C'est des joueurs aussi, parce que tu investis tout ce que tu as, tu investis tout ce que tu es. Tu fais aucune frontière avec rien, en sachant que tu as 95% de chances de rester sur le carreau. Mais pour les 5%, tu joues quand même. Il y a plein de gens qui jouent jamais cette équation. Donc, si c'est ça l'entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas plus de mohicans demain qu'hier. Et il reste relativement rare. Je pense que l'effet d'amplification qu'on a connu récemment, il est dû à ce phénomène aussi de starification de l'entrepreneur, de structuration de tout l'accompagnement financier. Mais quand on regarde les chiffres des défaillances d'entreprises, on retrouve de plus en plus de ces entrepreneurs-là qui finalement se disent « Ah mince, j'ai dépensé tout l'argent que j'ai levé et ça devient vraiment dur et donc je vais arrêter. » Il peut y avoir une autre voie pour certains qui ne sont pas forcément adaptés au rôle d'entrepreneur et revenez dans les entreprises. Essayons de trouver un cadre où finalement ce que l'entrepreneuriat, ce que vous allez chercher dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on fait pour le ramener dans l'entreprise? Je comprends très bien le point et je pense que c'est un message aujourd'hui qui mérite d'être amplifié sur à la fois la dimension entrepreneuriale qu'on vient d'évoquer et puis sur le fait que y a plein de chemins qui mènent à la réalisation de soi. Je peux te donner la recette des muliers si tu veux, parce qu'eux, ils ont quand même énormément de salariés. Je pense que c'est un des plus gros employeurs français à l'étranger.
Eux, ils ont des modèles sociaux très différents, de Decathlon à Leroy Merlin, en passant par Foundever, par exemple, qui est le plus gros call center américain, où ils ont des centaines de milliers de salariés. Mais systématiquement, ils ont le triptyque du partage du savoir, de l'avoir et du pouvoir. Ce sont des boîtes extrêmement performantes. Donc, on n'est pas en train de parler d'allocratie, d'espèces de modèles un peu alambiqués. C'est des boîtes extrêmement performantes, mais c'est des boîtes dont les fondamentaux reposent sur l'idée que dans un monde complexe, pour pouvoir s'engager, il faut comprendre, et que l'entreprise porte la responsabilité de cette pédagogie. Ça repose sur l'idée de la subsidiarité, même à l'échelle de Leroy Merlin qui fait 130 000 salariés. Donc la fonction prime sur le grade. Cette capacité d'un petit mec quelque part dans un magasin faire la différence. Parce qu'il sent qu'il peut faire la différence. Donc il doit pouvoir faire la différence pour le business. Et tout le monde doit le regarder quand il fait la différence. Et puis, une certaine dimension du partage de la valeur, qui était très chère à Gérard Mullier, le patriarche, dont une des motivations d'entrepreneurs était de faire des caissières de ces magasins les caissières les plus riches de France. Pas dans l'absolu, mais pour qu'elles aient une dignité par leur travail, une fierté de travailler et un engagement parce que c'est aussi leur boîte et leur projet. Et que les externalités positives, elles en goûtent le goût qui fait la différence dans le monde du retail. Donc, je pense que aujourd'hui, ces messages-là, ils sont très importants à amplifier et à faire circuler pour essayer de recréer une relation d'amour entre le travail, avec un grand T, et les individus, avec des petits I. Parce que c'est ça qui est un petit peu cassé, c'est-à-dire qu'on l'a perdu quasiment toute profession confondue. Est-ce qu'il y a un modèle ? Est-ce que chaque entreprise doit trouver finalement, en interrogeant ses collaborateurs Je ne crois pas qu'il y ait de recettes, et je pense même qu'il faut se méfier des recettes. Moi, je bosse avec un mec génial qui s'appelle Ibrahima Fall, qui est un docteur en sciences de gestion sur tous ces sujets. Et Ibrahima, en fait, a partagé récemment le constat que dans le monde du conseil, il y avait une erreur intellectuelle presque native. Parce que à vouloir proposer à des dirigeants, parfois un peu fainéants intellectuellement, des solutions sur étagère, on est parti d'une idée du travail, telle qu'on se la représente, et qui va bien dans des slides et dans des tableurs Excel et dans des solutions sur étagère. Et on a oublié ce qu'on appelle le travail réel. Le travail réel, en fait, c'est ce qui se passe vraiment dans les usines, dans les magasins, dans les territoires, dans les entreprises, dans les tours de la défense, dans les cabinets d'avocats. Donc aujourd'hui, il y a un delta trop important entre ce qu'on appelle le travail prescrit et le travail réel. Et ce delta-là, c'est toutes les méthodologies sur étagère. C'est toutes les formules stars qu'on a projetées en disant c'est ça que vous devez être. Vous devez être une entreprise libérée, vous devez être une entreprise à mission, vous devez être une entreprise dans l'allocratie, vous devez être une entreprise dans l'ESS. Et ça va vous prémunir de cette érosion de l'engagement qui, à un moment donné, entrera votre business. Je pense que c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Et du coup, la seule recette que moi je connaisse, c'est déjà de lever le voile sur la réalité de telle ou telle organisation. Donc le point commun que je vois en 15 ans d'accompagnement d'entreprise sur ces sujets, c'est la physionomie des leaders. Il est là le point commun. C'est des dirigeants qui... à un moment, sont prêts à rentrer dans toute la complexité de leur corps social, à se dire que ce qui est ressenti, c'est la réalité. Ça, c'est déjà compliqué. Le ressenti est la réalité de ma boîte. À le voir écrit, parce qu'une fois que c'est écrit, on ne peut plus retourner en arrière, et à le partager. Et ça, c'est quand même... c'est pas tous les dirigeants qui savent faire un truc comme ça. Il faut un peu de courage. D'accepter le constat. En fait. Oui, et puis en plus, la plupart du temps, ils ont des surprises très positives. La plupart du temps, ils se rendent compte que même dans des entreprises où il y a beaucoup de désengagement, où il y a beaucoup de frustration, s'il y a beaucoup de désengagement et de frustration, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes, parce qu'il y a potentiellement un vivier d'engagement qui est très fort, en fait. On déteste que ce qu'on a aimé.
Et c'est déjà énorme d'aimer sa boîte, son entreprise, au point à un moment donné d'être tellement frustré qu'on la déteste et qu'on se désengage et qu'on est volontairement dans le présentéisme. C'est aussi une information intéressante parce que ce rapport intense au travail, qui est un rapport très français, ça s'était beaucoup documenté en sociologie, nous on l'a retrouvé dans plein d'entreprises magnifiques où il y avait le feu aux poudres, mais la réalité c'est qu'il y avait des trésors à transformer, et quand on sait activer ça, sky is the limit. C'est finalement presque plus, je ne vais pas dire une bonne chose, mais je dirais finalement c'est que la situation est réversible. Si on actionne les bons leviers, on peut arriver assez rapidement à créer l'engagement. Nous, on a vu très peu d'entreprises, j'en ai 2 ou 3 en tête, dans lesquelles nous avions de l'indifférence. Le rapport français au travail, il est émotionnel. Le rapport anglo-saxon est transactionnel. Ce rapport émotionnel, il conditionne beaucoup de ce qu'on observe aujourd'hui dans les organisations. C'est-à-dire que quand le travail peut délivrer ses promesses, ça génère les pics de productivité au travail dont je parlais jusqu'en 2004. Ça fait de la France la championne du monde parce qu'en fait, ce qu'on va chercher dans le travail, c'est beaucoup plus que simplement une transaction ou un accord donnant-donnant. Par contre, quand le travail ne déploie plus ses promesses, quand l'ascenseur social est grippé, quand la promesse d'amélioration de sa condition elle est à trop long terme, quand le contexte économique est tellement complexe qu'on ne comprend pas, quand la technologie ressemble à un épouvantail qui vous fait craindre pour vous et pour vos enfants, quand on regarde la situation politique de la France et qu'on dit qu'en fait de toute façon on va tous dans le mur et que c'est déjà plié, dans ce contexte-là, le rapport émotionnel au travail devient un poison. Il devient un poison. Et donc un des enjeux pour les dirigeants les uns après les autres, c'est de réussir à comprendre ça et de recréer dans l'ombre, dans le confort, j'oserais dire, d'une organisation, d'une maison, avec un grand M, des raisons d'y croire et le pouvoir d'agir. Et le recréer par rapport à l'ADN de l'entreprise, par rapport à son histoire. On va pas faire bouger les mêmes curseurs selon qu'on est Bouygues, selon qu'on est Mullier ou selon qu'on est L'Oréal. Ça n'a juste rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes histoires d'entreprises, d'entrepreneurs, de modèles sociaux. Renault, c'est losange sur le cœur. Donc il y a un héritage ouvrier dans des pactes sociaux modernes qui ont été proposés. Michelin, c'est la subsidiarité dans les usines, poussée jusqu'au bout du processus industriel. Les Mulliers, c'est ce que je vous ai partagé sur cette dimension très judéo-chrétienne de l'entrepreneuriat, qui doit ruisseler sur le territoire et ruisseler sur les populations les plus en bas de l'échelle de l'entreprise. Donc, toutes les entreprises ont une génétique qui est très différente, mais toutes ont la possibilité, je le crois, de recréer dans leur antre des lieux dans lesquels on retrouve des repères, individuellement et collectivement, des raisons d'y croire, j'insiste, et le pouvoir d'agir. Parce que ça, c'est 2 leviers qui sont très manquants et très importants dans l'engagement au travail. Il faut absolument qu'on parle d'un autre engagement, qui est ton 2e projet, Bugali. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, on y viendra après, sur comment est-ce que tu gères tout ça et que tu arrives à t'investir sur ces 2 projets-là. Mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Bugali et puis pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Alors, Bugali, c'est une entreprise industrielle dans l'éducation qui conçoit, produit et commercialise une console de lecture sur laquelle on pose des livres qui sont issus des 15 plus belles maisons d'édition françaises, la France étant leader en la matière au niveau mondial. Et quand on pose le livre en papier, Gallimard, Fleurus, École des loisirs, Bayard, sur la console Bugali, le livre devient tactile, le papier devient tactile. Ça veut dire que l'enfant, avec ses doigts, dès la motricité fine qui arrive vers l'âge de 2 ans, va pouvoir lire un livre avant même de savoir lire. Et donc découvrir par des sons et par les doigts les histoires des personnages, de la connaissance, des paysages sonores, etc. etc. Donc très concrètement, on a rendu le papier tactile pour permettre aux enfants, dans un monde ultra digitalisé et rempli d'écrans, de découvrir les trésors des livres avec une approche multisensorielle, par les doigts, par les oreilles, par les yeux, mais sans écran et sans Wi-Fi.
Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça parce que j'ai eu un enfant et que je l'ai vu grandir. Tu l'as vu sur les écrans et tu t'es dit... Alors, je ne l'ai pas mise sur les écrans à 1 an, parce que quand même, c'est pas bien. Mais elle me demandait tous les soirs, mais tous les parents vont se reconnaître, de lire 50 000 fois la même histoire toute pourrie. Et j'en avais marre, et puis à chaque fois, j'inventais des scénettes. Et puis, au bout d'un moment, j'étais un peu blasée. Et je me suis dit, il n'y a pas un sombre entrepreneur de la station F qui s'est intéressé quand même à ce sujet de réinventer le livre jeunesse pour mettre le meilleur de la tech au service d'une expérience de lecture, d'une vraie expérience de lecture. Où il y a le parent, il y a l'enfant, il y a du papier, il y a un vrai livre, il y a des histoires magnifiques, mais on a sublimé le tout. On l'a fait rentrer dans l'année 2024. Et non, il n'y a personne en fait qui s'est intéressé à ça. Et pourquoi ? Parce que je pense que des entrepreneurs qui ont des jeunes enfants et qui montent des projets industriels, il n'y en a pas beaucoup en fait. Donc voilà. Et du coup, j'ai ressenti un besoin. 2, j'ai vu un vrai défi technologique. Et 3, j'avais très envie de montrer que je pouvais être un entrepreneur industriel. Parce que la problématique quand tu montes The Boson Project, c'est que dans cet univers d'entrepreneuriat star, tu as les vrais et les faux. Et moi, j'étais du côté des fausses. Et entre nous, ça m'embêtait un peu d'être du côté des fausses. Les fausses, c'est oui, mais c'est des idées. Oui, mais c'est du B2B. Oui, mais oui. Et puis, tu n'as pas levé de fonds. Et tant que tu n'as pas levé de fonds, tu n'es quand même pas... Je fais pas partie du... Je suis désolée, tu n'es pas dans notre club où nous, on dépense de l'argent, pas celui qu'on a gagné. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, j'ai bien envie d'y essayer. De m'essayer à cela. Et puis en plus, à chaque fois que j'ai eu un bébé, donc j'en ai eu 3, j'ai un espèce de encore plus d'énergie que d'habitude. Et du coup, à chaque fois, j'ai monté un projet pendant les 9 mois de grossesse. Parce que je sais pas pourquoi, physiologiquement, j'ai plus d'énergie. Donc j'ai plus de temps pour faire quelque chose. Et donc là, en l'occurrence, pour Eulalie, j'ai monté Bugali. Je suis allée chercher un associé, donc un ingénieur qui connaît très bien les processus industriels. On s'est entouré d'un board, on a levé des fonds auprès de business angels qui nous ont fait confiance et on est rentré dans une très grande aventure. Ça fait 5 ans, 4 ans de R&D, 1 an d'industrialisation. Et là, nous sommes dans notre première année de commercialisation. Tout ça s'est mené d'une main de maître par une femme extraordinaire qui s'appelle Clélia Aucouturier, qui est la directrice générale de l'entreprise et qui fait un travail complètement remarquable pour essayer de faire advenir le rêve sur lequel on a travaillé pendant 5 ans. Ça, c'est intéressant aussi, cette temporalité du business que je ne connaissais pas. Parce que quand tu montes les bosons, en fait, c'est la boule du petit scarabée, quoi. Tu es toute petite boule, puis tu essaies de la faire grossir au fur et à mesure. Et puis, ce que tu as gagné, tu le réinvestis pour faire grandir ton truc. Là, c'est très différent. Là, il faut aller chercher la confiance d'investisseurs dans l'industrie sur un usage qui n'existe pas et sur un device en made in France, sachant que en France, dans l'investissement, hard is hard. C'est trop dur. Donc, on n'investit pas, en fait, dans le hardware. Donc, c'est que des business angels. Et on a levé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, les convaincre sur la base d'un rêve et ensuite, pendant 4 ans, faire des pivots industriels pour réussir à faire advenir cette vision initiale. Puis, sur la chaîne, réussir à faire en sorte que le produit qui sort soit conforme au produit que nous avions prototypé, que nous avions présenté. Donc tout ce process-là, il est passionnant parce que c'est un process de création pure, qu'on a pu faire parce qu'on a eu la confiance de ces grands entrepreneurs qui n'avaient pas peur d'investir dans de l'industrie et d'investir dans un usage révolutionnaire et d'investir dans la petite enfance. Ça fait beaucoup de risques quand même. Je ne l'ai pas mentionné, tu es dans des boards de pas mal de boîtes. Tu vois pourquoi ? Pourquoi autant ? Qu'est-ce qui t'anime Là, je te partage ce que je fais. On n'a pas fait un podcast sur tout ce que je ne fais pas. Mais tu vas être très serein sur le fait qu'il y a énormément de trucs que je ne fais pas. Il y a énormément de vie que je n'ai pas. Il y a énormément de sorties, de soirées, de dîners mondains, de réseaux dans lesquels je ne suis pas. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout avoir. Mais par contre, ce que j'ai décidé d'avoir et d'être,
je me donne les moyens d'y arriver. Donc, il y a des choses que j'ai coupées. Et pour répondre à ta question du pourquoi, je crois pas que ça fasse trop. C'est-à-dire que dans l'absolu, en fait, ça reste très cohérent. Tu vois, moi, j'ai mes petites qui sont ma priorité numéro 1. Et ensuite, j'ai l'impact que je déploie par ce que je sais faire au quotidien, qui est une expression de ma personnalité. Donc, j'ai pas la sensation d'aller au taf le matin quand je me lève, tu vois. J'exprime qui je suis pleinement, intégralement et de manière extrêmement éthique et transparente. Tout ça, c'est ce que je t'ai raconté. Et pourquoi je fais ça ? Et ben, en fait, pour ce que je t'ai dit tout au début de cet entretien, c'est-à-dire que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un cri de liberté. C'est un cri de liberté. Et je pense que, si je suis tout à fait honnête, l'impact, c'est fondamental parce que je n'ai que des projets à dimension plus que sociétale, politique. Et je tourne toujours autour. Mais avant même ça, pour moi, il y a la notion de liberté. Je pense que je suis une folle furieuse de la liberté. Et je m'en suis rendu compte très tard. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, ma personnalité, c'est mon entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. C'est ma manière d'être. C'est absolument ce que je suis. Et si demain, je n'entreprends plus, en suivant comme ça des dirigeants hyper courageux, des projets un peu dingues. Tu vois, le lien aussi, c'est la cohérence en termes d'éthique des gens qui m'entourent. Que ce soit des dirigeants, que ce soit des entreprises, que ce soit des boards, que ce soit des boîtes, que ce soit mes salariés. Il y a une espèce de point commun, de plus petit dénominateur commun qui est systématiquement le même. Et ça, si demain je ne l'ai plus, je pense que je ne serai plus une bonne maman. Je pense que je ne serai plus une femme épanouie. Je pense que je serais plus une croqueuse de vie, en fait. Parce que c'est mon carburant. C'est ce que je suis. Mon leadership est la conséquence de ma personnalité. Mais même à la tête des très grandes entreprises, en fait. Ça, c'est... On n'a pas eu le temps de parler des changements très forts qui sont en train de se produire dans la matrice du leadership. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un dirigeant ? Parce qu'il faudrait des heures pour pouvoir en parler. Mais ce que je peux te partager sur l'élément que tu viens d'évoquer, c'est que on voit de plus en plus des dirigeants qui ne sont pas le bal des chaises musicales, en fait, où on peut être dirigeant de tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, on a le bon CV, on a les bonnes aptitudes. C'est un peu terminé. C'est-à-dire que de plus en plus, comme diriger dans l'incertitude, diriger dans l'instabilité, diriger dans la complexité est un art particulièrement difficile et éprouvant sur les hommes et les femmes. Les dirigeants et les dirigeantes sont des femmes et des hommes éprouvés et fatigués. En fait, il faut, pour pouvoir trouver de l'énergie, d'abord, considérer l'art de diriger comme une mission avec un début et une fin. Donc, moins que comme un métier. Et deuxièmement, il faut une affinité très forte entre la mission que l'on sert et la personnalité que l'on a. Et ça, moi, je le vois très fortement à la tête même de très grandes organisations, même d'entreprises cotées, où de plus en plus, pour pouvoir tenir, et pour que ça marche, et pour que ça allume la flamme de l'engagement, et pour qu'il y ait du lien, pour qu'il y ait de l'éthique. La définition de l'éthique donnée par le poète Pierre Réverdy, c'est l'esthétique du dedans. Donc pour qu'il y ait une colonne vertébrale de business qui fasse que ça tienne malgré les aléas, malgré les difficultés, il faut cette affinité extrêmement forte, la quille du bateau. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire en creux qu'il y a des entreprises et des dirigeants qui ne sont pas compatibles et qu'il y a des entreprises et des dirigeants qui doivent se trouver. Parce qu'à un moment donné, il y a une forme d'osmose entre une personnalité, un engagement, une éducation, un rapport à la vie, un rapport à l'existence, des convictions et une entreprise dans un contexte où le défi stratégique des boîtes, c'est qu'il ne faut plus prédire l'avenir avec le BCG ou McKinsey, il faut le choisir. Et pour le choisir, il faut avoir des convictions. Et en fait, c'est de ça dont on a besoin. On ne va pas faire des vieilles confitures dans des vieux pots. On est dans une bascule de société et de système. Et donc, il faut que les entrepreneurs se réapproprient la folie inhérente même à l'acte d'entrepreneuriat. Le rire en entreprise, quoi. Oui, enfin plutôt la joie à la tête des boîtes, quoi. On va rester là-dessus.
Merci beaucoup Emmanuel, j'ai passé vraiment un excellent moment, un épisode très dense, mais voilà, je te recontacte, je te laisse un peu de temps quand même, tu as un agenda chargé, mais on positionne un deuxième épisode. Avec on plaisir. Pu rester 4 heures. Merci encore Emmanuel, et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage. BDO.